dernières occupations. Et ici, c'est public. On a signé avec, c'est à peu près, ça s'appelle Établissement public foncier, l'EPF d'Île-de-France, qui sont les porteurs fonciers de la communauté de communes d'Est Ensemble, donc plusieurs villes du 93. Nous, on est super contents d'avoir signé avec le public, revenir dans le 93 aussi avec des perspectives de partenariat avec la mairie de Bobigny, avec qui on discute beaucoup, avec qui on s'entend bien, etc. Ça nous faisait sortir un peu de cette chape de plomb qu'étaient aussi les partenariats avec le privé, où il y avait des avantages et des inconvénients, mais avec des perspectives d'occupation plus longues. Bon, bah, finalement, les communes, elles sont victimes de l'aménagement sauvage et indomptable. Et voilà. Oui, voilà. Enfin bon, tout le monde est la victime du capitalisme, et donc forcément, on a re-signé une occupation temporaire ici. Quand on est arrivé en avril il y a 2 ans, quasiment, on a signé pour 3 ans avec la perspective que vous inquiétez pas, vous resterez plus longtemps. Là, on lutte ardemment pour continuer de rester ici, sachant qu'on a fait 1 an et demi de travaux et qu'on aimerait vraiment bien rester ici. Il y a des problématiques. Ce bâtiment, il était moche quand on est arrivé, et tout le monde continue de dire qu'il est moche, mais nous, il est tout à fait adapté à nos occupations, à nos activités. C'est un bâtiment industriel de plein pied, avec des gros espaces de déambulation. Tout est bien fait pour que les artistes travaillent. On s'en fout un peu d'avoir une verrière et une façade végétalisée, etc. Ça peut être des travaux d'artistes individuels, donc on se bat pour garder. Quand on est arrivé, on a dit c'est un taudis, mais c'est notre taudis. Et on a très envie que ce taudis reste encore un peu le nôtre pour la durée de nos activités artistiques qui sont super, et puis on est très contents d'être là. Alors on commence par les grosses machines. Oui, je vous en prie. Je peux filmer? Oui, bien sûr. Et je peux diffuser sur ma chaîne YouTube? Allez. Si vous voyez les artistes, vous pouvez leur demander. Oui, d'accord, ok. Voilà. Bon, et ma chaîne YouTube, c'est Papito Production. Papito Production. C'est une chaîne générale. Un peu de pôle, parce qu'en fait, comme vous le disiez Charlotte, là à Bobigny, on a un petit peu changé le karma. Avant, vraiment, au Wonder, on était vraiment réunis par médium. Il y avait les peintres, l'image ensemble. Voilà. Là, on a créé des formes un peu plus alternatives. Il y a des ateliers privés, personnels, que peuvent prendre chaque artiste, mais il y a un coordinateur de pôle qui peut former, qui fait des formations régulières et auquel on s'adresse pour utiliser les machines. Voilà, là on a investi récemment, en fait je peux pas aller chercher la CNC. La CNC. Ouais, on va le voir après. On va pas se voir après. Ouais. Donc c'est je pense que c'est une des dernières machines qu'on a utilisées. Ça permet de faire de la découpe de précision. Enfin, je vous dis des choses un peu abstraites parce que je n'ai pas tous les. Ouais. Mais ouais. Oui. Voilà, c'est aussi historiquement les grosses machines, ça nous servait aussi à imaginer qu'on peut faire les travaux dans ce genre de bâtiment. C'est aussi un peu le nerf de la guerre de pouvoir être autonome sur la découpe d'à peu près tout ce qui se passe dans le bâtiment. Et voilà, et historiquement aussi, c'était aussi dès le début, c'était un peu une team de sculpteurs. Et là, je ne fais pas l'inclusif oublié pour rien, mais voilà, du coup, il y a quand même 2 zones techniques qui nous servent au quotidien, que ce soit pour les artistes, mais aussi il y a des artisans, artisanes qui sont implantés là, qui sont voilà, autour. Donc les pôles, comme disait Hélène, ils sont un petit peu plus dilués aujourd'hui, mais il y a toujours des référentes de pôles qui sont un ou une personne, et auxquelles ça sert à quoi? Ça sert à, comme tu disais, les formations, aussi gérer un peu le planning des machines, l'entretien des machines, et aussi checker que si je ne sais pas me servir de la panneauteuse, je ne vais pas utiliser la panneauteuse et mettre mon bras dedans. On n'a pas encore eu d'accident grave au Wonder, mais il y en a eu certains très impressionnants. Donc voilà, c'est aussi tout un principe de care aussi autour de ces machines qui sont toutes récupérées assez pas cher en toute légalité. Mais c'est vrai que c'est important ce que tu disais dans l'ADN du lieu, il y a le fait qu'on puisse les bâtir, parce qu'ici il y avait vraiment juste la carcasse, et je pense que ça fait aussi partie de l'ADN du Wonder de pouvoir investir des lieux en les bâtissant, en mettant l'eau, en faisant arriver l'eau. Enfin, on a quelqu'un qui était dans les compagnons avant, qui fait toute la tuyauterie. Enfin,
on pourrait pas, le collectif ne On va pourrait le pas voir, exister tel qu'il est si on n'avait pas des bâtisseuses et des bâtisseurs. Petit à petit, ça fait 5 bâtiments qu'on construit, du coup, c'est vrai qu'on s'autonomise aussi sur le fait de pouvoir construire. Parfois, on a un peu l'impression d'être une entreprise de BTP plutôt qu'un collectif d'artistes, hein, mais c'est pas mal, ça donne pas mal d'idées bac à l'atelier. Voilà, tout ça c'est le bois. Quand tu es résidente au Fondeur, on a nos espaces d'atelier, mais voilà, on peut aller, on a accès à l'ensemble des machines. Voilà. Après, il y a plusieurs ateliers qui sont dispatchés autour. Venez, on va avancer. Il y a un atelier là-bas, il y a 2 résidents, deux groupes, un artisan et un groupe d'artisans qui travaillent le bois ici. Ça, c'est comme le bois, c'est en métal, c'est toute la partie métal, on a tout pour centrer, plier, couper, souder, tous ces super mots, je ne suis pas une pro de métal, mais voilà, ça c'est l'espace mutualisé métal, où on laisse un peu de place parce qu'il y a des grosses prods qui sont parfois en cours. Là, il y avait un kiosque à musique énorme qui faisait à peu près tout le rond, qui est parti il y a 2 jours. Mais voilà, c'est des zones avec des plannings aussi sur les productions. Parfois, les artistes ont besoin de faire un truc énorme. Après, on a un parking, mais là, l'hiver, c'était un peu chaud d'aller travailler sur le parking. Donc, on a un atelier avec différents ateliers de personnes. Puisqu'on n'a pas, même si peut-être que les gens le savent, mais au niveau des pratiques qui sont présentes au Vendeur, donc on a le bois, le métal, on a la cuisine, on a le tatouage, on a la peinture, la scénographie. On a l'écriture, le cinéma, la céramique. Et donc là, on passe devant. Je ne sais pas si on peut rentrer ou pas. Non, il y a un salon de tatouage. C'est un salon de tatouage donc, qui est géré par un résident et qui invite aussi des artistes tatoueurs en résidence. Ouais. Il a son atelier aussi. En fait, quand on est arrivé ici, nous on venait de bâtiments qui faisaient plutôt 3000 m². En fait, là, ça fait 6000. Et quand on est arrivé, on disait ça va être trop grand, c'est trop grand. C'est trop grand! En fait, maintenant, on est en train de pousser les murs pour rajouter, tiens, il y a une fonderie, un pôle vert, et on est tout le temps en train de pousser les murs. Donc, plus il y a de l'espace, plus on s'ennuie jamais, quoi. On dit que aussi on va partir là, parce qu'il y a là, donc il y a son atelier ici, et artiste ici, mais aussi, depuis qu'il est dans le collectif, il archive le lieu. Voilà, donc il a de la donnée. Une immense donnée sur le Wonder. Il le faisait aussi avec une artiste qui était résidente ici, qui s'appelait Marie Limojou, qui faisait du son. Et donc du coup, il y avait ces 2 artistes. Maintenant, il y a Pierre, on a aussi donc, une archive du lieu. Donc ils ont enregistré. Il y a Salim aussi qui fait les images depuis des années. Donc on a comme ça des artistes archivistes qui nous permettent d'avoir une mémoire du lieu et qui ont engranger un nombre de données hyper important et hyper belle. Et d'ailleurs, dans ces pièces, Pierre Guignard, il les métabolise. Dans une de ces pièces, donc on monte comme si on montait sur une moto et on parcourt un jeu vidéo, donc on a un casque. Et en fait, le jeu vidéo nous permet de déambuler dans un des bâtiments dans lequel le Wonder était, qu'il avait scanné entièrement. Donc on déambule et on a des stations. On peut décider de s'arrêter et d'écouter les archives, donc on peut entendre, je sais pas, une discussion dans la cuisine, comme une performance qui a eu lieu dans l'espace. Donc ça aussi c'est important pour le collectif. Voilà. Alors, bon, ça, c'est toujours des zones qui sont censées être dignes. C'est l'atelier de résidence internationale. Bon, bah, vous mettez 60 artistes, en ce moment il n'y en a pas, et bah, tout le monde vient déposer son petit bazar. Donc les ateliers, vous pouvez imaginer par exemple, là c'est Romain Vest, qui est un artiste qui loue 50 m², mais qui s'est fait une mezzanine, parce que nous, en gros, l'association va financer, aider et accompagner aussi les artistes, parce que tout le monde ne sait pas monter un mur, poser un rail de néon et poser des legs dans son atelier. Donc bien sûr, quand il y a un nouvel artiste, on lui dit bon, on va t'aider à faire les murs, on a fait toutes les séparations. Mais en gros, après, les artistes signent une convention qui est de 6 mois reconductible. Tacitement, en vrai, on a très peu viré les gens, à part pour des très gros problèmes qu'ils méritaient bien. Et du coup, c'est souvent des artistes qui sont avec nous depuis des années, quoi. Et en gros, le but ici, c'est elles faisaient ce qu'ils voulaient dans leurs ateliers. Donc, par exemple, on a certains même qui se sont construits des mezzanines pour doubler leur surface d'atelier.
Celle-là, elle est particulièrement bien exécutée. Et voilà, donc il loue 50 mètres carrés, mais en vrai, il en a 100. Voilà. La pièce qui est là-bas, on n'y passera pas, mais c'est le studio photo. Donc dans le changement de karma du lieu, comme vous disait Charlotte, où maintenant on est accueilli par une mairie, on paye une redevance, on n'investit plus des espaces temporaires. Oui. Ah oui, en fait, pas des mois. Venez, avancer un petit peu. Désolée. Donc le fait de devoir discuter avec une qui nous accueille, pour laquelle on paye une redevance, ça fait qu'on a dû changer le modèle économique. Donc comme vous disait Charlotte, on a monté un petit peu les prix des loyers. Et on a aussi développé deux choses, donc un espace de stockage au sous-sol. Donc des entreprises ou des galeries peuvent louer. Et là, donc c'est un studio photo, je vous en parle parce que si jamais vous êtes photographe ou vous connaissez des gens qui pourraient avoir besoin d'espace de shooting, donc c'est un studio photo dans lequel on accueille donc des photographes pour des séances de shooting. Donc ça fait partie des deux business, ouais. En fait, on a augmenté les ateliers, mais on a aussi, on s'est mis le pari fou de lancer deux business ici, donc le stockage et le studio photo. Voilà. Le stockage, quoi. Le stockage, vraiment des box de stockage, quoi, et avec des tarifs qui sont plus forts. Ouais. Et ouais, on va y passer parce qu'il y a le polymage qui est en sous-sol. Ça paraît incohérent, mais vous allez comprendre. Mais oui, mais avec des tarifs qui sont au tarif normal, alors que les artistes, on essaye d'aller plutôt vers le bas, alors que le stockage, c'est 12 € du mètre. Et vous arrivez à trouver du public? Oui. En bas, oui, pour le stockage, ça a mis du temps. Honnêteté. Ça a mis du temps, mais on est pas mal là. En fait, ça a mis du temps aussi parce qu'on est arrivé dans un bâtiment qui était dégueulasse. Que pour louer du stockage, on imaginait bien que ça pouvait nous rapporter un peu de thunes pour l'assaut, mais on voulait s'assurer que c'était pas humide, parce qu'on proposait du stockage à des galeries, des collectionneurs, on voulait être bien sûr qu'il n'y allait jamais avoir une goutte d'eau dans ce stockage, donc on a attendu un peu, on a fait quelques travaux. Là maintenant c'est sec, c'est bien, c'est cool, mais voilà. Et voilà, il y a quelques personnes qui ont loué des stocks. Mais il y a encore de la place, si vous voulez stocker des trucs. Voilà, on arrive dans les grands ateliers. Coucou! Rentrez. Ça va? Alors, là c'est une des zones de grands ateliers. On va s'arrêter devant celui de Nelson Termisco. Voilà, je te laisse la parole maintenant. Alors, vous pouvez rentrer, laisser la place à ceux du fond. Bon, on va pas y aller par chemin aujourd'hui. Je propose de rentrer dans cette installation immersive. Moi, je fais plutôt de la sculpture, je fais aussi du dessin et plus récemment des vidéos. On a fabriqué ce lieu aussi pour pouvoir s'inventer des formes à toutes les échelles et notamment aussi avec ces nouveaux espaces maintenant dont on bénéficie à Bobigny, même des sculptures dans lesquelles on peut rentrer. Donc moi ça c'est une sculpture espace que je teste à l'atelier avant qu'elle bouge dans un musée à Meudon, en carré grec, pour une expo sur les ovnis. Et en fait j'ai été invité à cette expo notamment parce que je bosse beaucoup sur les aliens. Et je revenais des États-Unis où j'avais tourné un film sur les petits hommes verts. Et je crois que j'avais envie de faire un film qui fait peur, mais que du coup en regardant les rushs, je me suis aperçu que ça faisait pas du tout peur, ça faisait plutôt rire même. Du coup, j'ai décidé d'employer un autre chemin et j'ai commencé à fabriquer cette sorte d'appartement que vous maintenant visiter. Donc venez avec moi. Une sorte de décor dans lequel le film est caché et donc à vous de le trouver parce qu'il est caché dans une dizaine d'écrans. Alors peut-être on va faire en deux groupes sinon vous n'allez pas pouvoir trop profiter, mais allez-y, on va rentrer un petit peu la moitié du groupe. Ça sera une installation traversante, donc on sortira par la cuisine quand elle sera dans le musée, donc là il faudra faire demi-tour, mais n'hésitez pas à vous aventurer. N'oubliez pas de regarder dans les miroirs, dans les orifices, dans le four, dans toutes sortes d'endroits.
enfin oui, si vous voulez, vous avez galéré un peu. Alors là, la lumière se garde un peu dans la lumière. Vous avez trouvé votre chemin vers la sortie? Ouais, c'est bon. Un camion en verre de 400 kg qui a été ramené d'une usine en Belgique. C'est un four de verre en fait, qui a implosé et dans du coup duquel des résidus de verre sont retrouvés sur une exploitation de l'usine en ruine. Pour vivre, je pense qu'il resterait une pratique, elle serait peut-être moins définie par des résultats avec des formes terminées, mais plutôt des gestes spécifiques. Et le fait de définir un cadre domestique aussi dans cette installation, ça me permettait d'avoir un espace plus libre que le White Cube, dans lequel en fait je pouvais interroger aussi des gestes objectifs qui faisaient pour moi œuvre d'art, mais qui étaient toujours à cette frontière un peu entre un truc quotidien, un truc qui sert peut-être à quelque chose, mais en fait on sait très bien qu'il n'y a pas vraiment de visée utilitariste. Et voilà, et une œuvre qui dit clairement décor, parce qu'il y a ces feuilles de décor à l'extérieur, on a l'impression d'entrer un peu dans un movie set, un décor de film. Et puis il y a toute cette relation aussi aux aliens, avec cette étude de Vitali et d'Albuquerque, comment les aliens viennent remplacer les figures un peu catholiques aujourd'hui dans les phénomènes d'apparition. Pour le monde de l'art, on le faire pour les aliens, comme une sorte de quelque chose de plus grand que soi, on appelle un peu. Mais bon, après ça fait aussi plein d'autres choses. Si vous avez des questions, on peut poser d'autres significations ensemble aussi. Allez, moi c'est Nelson, je décris comme ça. Et la pièce, on va montrer, donc c'est quand? Au hangar Y, c'est quand? C'est au hangar Y, en fait l'expo est décalée. Okay. Donc pour l'instant on n'a pas encore de date, mais c'est aussi tout l'intérêt d'être au Wonder, c'est que du coup là j'ai fabriqué tout ça dans mon atelier, donc ça prend évidemment toute la place, mais j'organise du coup dans 3 semaines un apéro avec des pros, des directeurs, des directrices de l'institution pour montrer l'install et essayer de rebondir si jamais l'expo venait à pas se faire. Et c'est aussi une chance, voilà, avant sur les versions précédentes du Wonder, on avait des espaces qu'on était obligé de libérer à chaque fin de projet. Et là avec les espaces perso, ça permet de s'organiser un peu d'une manière différente et de résister aussi au contre-temps. Donc on va essayer. Mais bon, a priori les choses vont se faire, on verra un peu en hangar Y qui nous relever la tête. Ça nous intéresse aussi pour les institutions en ce moment. Okay. Ouais. Voilà. Merci. Ça s'appelle de la pierre de Fontvieille. C'est une pierre que j'ai récupérée dans le sud, dans une carrière. En fait, c'est au Beau de Provence. C'est une pierre très calcaire. La pierre de Fontvieille. Fontvieille, c'est le village de mes parents. Voilà. Ah ben c'est bien. Le moulin d'Alphonse Daudet. Exactement, eh oui. Juste à côté. Merci. Nice work. Thanks. What is the material? Yeah, it's plastic. Thermoplastic. Yeah, yeah. Vous êtes l'artiste. La voici. Voilà. Sur YouTube. Ah, Et vous êtes, comment? vous êtes Martha. Oui, c'est ça. Voilà. Très bien. Je suis encore en construction. Ah ben oui. On vadrouille. Il a une petite voix aussi. You're right.
Bonjour, comme disait Charlotte, je m'appelle François Dufay. Je vais juste dire d'où je viens, le parcours que j'ai eu, ce qui va un peu expliquer les sculptures que vous avez autour de vous. Avant d'aller dans une école d'art, j'ai été dans l'artisanat. J'ai un compagnon de devoir pendant 6-7 ans, donc en génie climatique. Donc on apprend plomberie, chauffage, climatisation, et puis donc, tous les métiers liés aux fluides, aux énergies et environnement. Et après j'étais dans une école d'art, aux Arts Roger, puis dans une autre école d'art, aux Arts Déco. Donc ça fait une espèce de vision différente de la création, des savoir-faire. Et donc je me suis amusé à la sortie de l'école à m'imprégner de ce qu'on m'avait appris chez les compagnons, concrètement sur les chantiers, les plomberies et tout ça. Les détourner, de créer d'autres usages, m'amuser avec les formes et aussi les savoirs qu'on avait enseigner. C'est pour ça que derrière vous, vous avez un aperçu de production des dernières années. Beaucoup de matériaux de récupération, des bonbonnes, des chauffe-eau, des godets, des bases d'expansion, et puis pas mal d'acier aussi, de tubulure. Tout ça je le forme à la main ici à la tour. Et chaque sculpture, n'est pas vraiment statique. C'est-à-dire que voilà, je les pense et je les dessine pour qu'elles se tiennent en tant que sculpture, mais aussi j'invite des personnes à les utiliser. Donc elles ont une fonction. Et je ne peux peut-être pas détailler chaque pièce, mais par exemple celle qu'on voit avec des pierres, là, c'est une vraie fontaine d'eau. Ça c'est un tour de poterie par exemple. Donc la girelle, c'est l'endroit où on met la terre, est tout en haut, et puis les pierres sont tournées avec une corde. Donc il y a deux personnes, il y a une personne qui tire avec la corde, le moteur humain, l'énergie humaine. Et puis il y a le potier et la potière qui est sur le siège qu'on voit là, ici, au-dessus de la médaille, perché au-dessus des pierres et qui tourne les pots, enfin la céramique, la future céramique. Donc j'invite des céramistes, des cuisiniers, cuisinières, peintres, et puis ces dernières années, à un moment où des musiciennes et musiciens à jouer sur des instruments que je perfectionne. Typiquement celui qui est au milieu là, c'est un élément d'instrument, c'est comme des cloches, des carillons. Je sélectionne les bonbons, je vais le faire. Tu les travailles pour qu'elles sonnent comme ça ou c'est le matériau? C'est le matériau, mais ce que je fais c'est une sélection. D'accord. C'est une sélection et donc je travaille vraiment en binôme. C'est de comprendre les harmonies, les gammes et voilà, et trouver une cohérence dans un objet qui peut être joué. Mais aussi, là on voit elles sont coupées en bas, donc ça joue sur le son. Ça joue sur le son, ouais. Une des dernières qui n'est pas là, mais c'est plus une sculpture d'espace public. Donc c'est comme un carillon automatique. Et elle, par contre, j'ai vraiment mesuré en hertz, j'ai écouté les notes et je les ai transformées pour jouer sur 3 octaves et essayer d'avoir une gamme sur 3 octaves toujours approximative parce que il y a quelques notes justes. C'est de la lutherie approximative. Voilà, et puis après on a derrière vous aussi un tambour. C'était une cuve de viticulture qui servait à mettre de la bouillie bordelaise sur les vignes, qui était abandonnée au fond d'un chai. Et j'ai coupé en deux et tendu d'un côté une peau en cuir, donc ça fait des sons qu'on connaît, le tambour un peu classique. Et ici j'ai tendu une peau
une chambre à air de tracteur. Du coup, ça fait un son qu'on connaît un peu moins, enfin du moins en instrument acoustique. Presque, ça fait un sol électronique. Voilà, je m'amuse à ce genre de choses. Et autrement, je fais un peu de fonderie aussi. Et puis la plomberie, je la malmène maintenant. Donc je fonds les robinets et les vannes, et, enfin en tout cas les matériaux qui sont composés de laiton, de cuivre, de bronze. Et j'en fais d'autres matériaux. Donc ici, c'est un clavier, mais qui était c'était des robinets avant. Et je me suis rendu compte qu'en étalant la matière, ça peut développer des notes. Donc, il y a un travail d'isolation avec des mousses acoustiques, mais donc là ils sont pas. Il y a deux claviers, les notes sont un peu aléatoires comme ça, mais on a retrouvé des gammes intéressantes aussi sur deux claviers. Donc cet objet, il est présenté avec le premier que j'ai fait sonner. Ça fait un espèce de xylophone, carillon, cloche, qui est joué en concert ou performance. Juste, tu disais que tu avais travaillé avec des peintres. Les peintres, c'est quelle activation? C'est de la sérigraphie. C'est de la sérigraphie. Ouais, la pièce, elle n'est pas là, mais je fais une pièce qui a une presse à sérigraphie, qui, au lieu de sérigraphier sur une table, à l'horizontale, en fait, elle est autoportante et on peut sérigraphier les murs. Donc c'est une toile de soie, un morceau de soie, que je propose au peintre. Et donc avec la technique de la sérigraphie, on a bien, vous connaissez sûrement peut-être la technique, mais c'est un tissu, on bouche certaines parties du tissu, et ensuite on vient racler une encre sur ce tissu, et les parties qui ne sont pas bouchées créent une image. Donc les peintres bouchent la soie avec de la cire d'abeille fondue. Donc c'est un peu malmené aussi la peinture, parce que la cire d'abeille, quand elle est dans un bain-marie avec un pinceau, en quelques secondes, elle se fige. Donc, un truc de destruction de l'image un peu. Et puis ensuite, je fabrique mes encres et on imprime sur les murs d'expo. J'avais invité Marine Vallon, par exemple, qui fait de la peinture à l'huile, Evaniel Sen, Mélissa Sinapan. Avec toujours des approches, enfin, dans les invitations, il y a une approche expérimentale et puis aussi qui a un regard avec la pratique même du peintre. Voilà, ouais, c'est des enjeux et puis faut vouloir surtout se prêter au jeu, mais comme la musique, parce qu'en fait c'est pas des instruments de musique, il faut trouver les bonnes personnes qui acceptent. Tu fabriques aussi les baguettes? Ouais, alors celle-ci non, mais oui, on a fait souvent des cartons. Après, on avait fait toute une série, mais là typiquement cette technique là, c'est de la laine qui est tissée autour de balles en caoutchouc. On a essayé de reproduire par nos propres moyens. En fait, ça tient le temps d'une performance. C'est tout. C'est la laine, même celle-ci, des fois, c'est des maillages qui sont faits. Je ne sais pas si c'est industriellement, parce que c'est quand même des objets. Ça doit être automatisé, mais ça reste fragile. Alors, celles qui sont faites à la main, parce que souvent, voilà, c'est des jeux, il peut y avoir des jeux très très rapides. Là, je ne l'ai pas fait, mais. L'idée aussi, c'est de battre très vite et de trouver la fréquence du matériau pour développer une note continue, comme un diapason, et donc les baguettes artisanales. Ouais. Mais effectivement, ça va aussi avec essayer de se réapproprier voilà, des objets qui sont faits industriellement et de les refaire par moi-même. Donc les baguettes, ça en fait partie. Merci.
Rémi, qui est résident moderne depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. 5 ans. Ouais. Bah, bienvenue à tous et à toutes. Dans mon atelier, on est en pleine fabrication d'une machine CNC là, pour travailler sur un projet autour de la danse escalade. Ça fait plusieurs années que je travaille sur les paysages et par le tatouage, la sculpture. Il y a un travail autour du mouvement du corps et comment est-ce que la ligne permet de joindre le corps et le paysage. Et donc, ouais, moi j'ai tatoué pendant 10 ans. Et du coup j'ai beaucoup travaillé autour de justement des lignes sur le corps, comment est-ce que le corps, les formes du corps permettent de créer des formes aussi de lignes. Et en fait, en découvrant l'escalade et la montagne, j'ai commencé à me questionner sur comment est-ce que la roche peut permettre de donner du mouvement au corps. Donc évidemment, j'ai étudié là je suis en train de travailler sur Fontainebleau, qui est une des plus grandes zones d'escalade de blocs du monde, avec près de 40 000 voies. Donc c'est une zone infinie et de possibilités et de formes et voilà, et de découvertes, puisque c'est une forêt qui est gigantesque juste aux portes de Paris. Et voilà, et donc en fait j'ai commencé par travailler sur l'étude des empreintes et des prises d'empreintes entre guillemets des rochers, en développant une sorte de calligraphie de Fontainebleau. Donc tout un travail topographique in situ avec comprendre la forme des rochers, voir comment est-ce que je peux extraire ces lignes. Et puis après, donc là il y a une sélection de quelques formes qui sont là, mais je dois être à 200-250 dessins. Donc je pense qu'en termes de représentation, juste par rapport au nombre de rochers, je dois avoir fait peut-être à peine un quart. Donc il y a, je sais pas, peut-être il y aura plus de 1000 dessins, j'espère. Je pense pas que j'arriverai à tout faire, mais en tout cas si je me rapproche de la totalité, c'est pas mal. Et voilà, et en fait du coup, en accumulant ces formes, je me suis demandé de qu'est-ce que j'allais en faire et comment j'allais pouvoir, entre guillemets, les rendre praticables pour le corps, puisque l'idée c'était aussi de connecter le corps à ces lignes. Et du coup j'ai commencé à travailler sur des volumes pour créer des sculptures d'escalade. Donc ce que vous voyez là, donc là à droite vous avez les premières études sur comment est-ce que je vais développer la matière et la rendre praticable tout en étant assez facile et accessible à travailler. Et puis là vous avez du coup des formes qui sont un peu plus abouties, voire complètement finies. Celles qui sont là sont en bois, donc c'est le robot qu'on est en train... Donc faites juste attention parce qu'il n'est pas fixé, il est en pleine construction, donc ça c'est très fragile et très cher. Donc il ne faut juste pas le toucher. Mais en gros, ça permet de découper des matrices de formes que je vais assembler après et qui du coup sont à l'état final, donnent des grandes formes comme ça. Donc pour vous donner une idée, en gros ça me découpe comme un petit puzzle des morceaux de bois que j'assemble et après le robot fait la moitié du travail et l'autre partie je la fais à la main, du coup en sculptant, en venant du coup chercher des préhensions confortables pour le corps et du coup enrichi aussi par ma pratique de l'escalade, j'essaie de développer quelque chose qui soit vraiment fonctionnel. Et donc là il y a une forme qui est finie, qui a été déjà d'ailleurs présentée et pratiquée dans une salle pour des workshops. Et pour mettre en pratique ce projet, j'ai du coup construit un mur dans mon espace et du coup pratiquer directement les prises. Bon, là elles ne sont pas fixées, donc je ne vais pas vous faire une démo, elles sont juste posées dessus. Mais en gros l'idée c'est que vous prenez la prise de manière assez basique et après en fait il y a la possibilité de la composer avec les autres. Donc selon l'appréhension, selon les volumes, en fait il y a juste à les assembler les unes avec les autres, comme ça. Et en fait, vu qu'elles n'ont pas du tout la même préhension selon l'angle de rotation, et ben en fait, quand on met la prise comme ça, par exemple, ou comme ça, l'entièreté du mouvement va complètement changer. Et du coup, la recherche du corps sur le volume est assez infinie. C'est-à-dire que c'est comme un jeu d'échecs. Selon la position des pièces, ça crée des combinaisons toutes assez variables. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est à peu près tout. Non, après j'ai travaillé sur du bois brûlé parce que ça évite d'utiliser de la résine. Donc on n'a pas, par rapport aux autres salles, par rapport à la prise classique qui est fondue en résine en général et sablée, le bois brûlé permet d'avoir une prise assez solide. Ça stabilise vachement le bois
Et comme ça permet aussi de créer un grain, mine de rien, avec la carbonisation, je repasse un peu de ponce sur le bois, mais ça laisse une préhension assez confortable pour l'escalade. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Puis il y a aussi l'idée de... là, je suis en train de développer un projet autour de ça, que je veux être un film performatif où justement je veux mettre en scène la danse et l'escalade en ayant du coup ces prises comme des agrès qui vont faire le pont entre les deux pratiques. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Une prise en production, c'est une quinzaine de jours à peu près. Et après celle-là est en question, j'ai mis quasiment un mois, mais c'était les premiers volumes que je faisais, donc c'était plus long aussi. Et en fait là, le projet en construction est quelque chose qui enfin, c'est un outil indispensable entre guillemets pour développer ce projet, parce que c'est vraiment un travail qui est, en fait, il va vraiment pré-couper les formes pour qu'elles soient tout aussi régulières que les lignes que vous avez sur les dessins. Et pour que ça reste esthétique, le travail faire ça manuellement, c'est un peu, c'est pas absurde, mais c'est extrêmement long. Donc trop laborieux. Donc là, moi, je travaille avec ça et ça me permet vraiment de gagner du temps. Voilà. Merci. Merci. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à repasser après aussi, hein, on va être là tout l'après-midi. Bonne visite. Ah ouais. C'est ma chaîne. Ok, merci. Voilà. Ouais. Nucléaire, et puisqu'en fait c'est un des déchets qu'on va offrir aux générations futures pour des milliers et des milliers d'années, et en fait c'est ces questions-là qui nous intéressent. Et en même temps, dans l'art, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'il y a beaucoup de musées ou ce genre d'institutions en fait, qui collectionnent ou qui acquièrent des œuvres, et en fait c'est mis dans des stocks. Et en fait, il y a une partie qui est diffusée au public, et en même temps, il y a une grande partie de ces œuvres qui sont stockées dans des souterrains, dans des caisses, des choses comme ça. Et en fait, c'est de réfléchir aussi à ce qui nous intéresse aussi, c'est de penser aussi le musée comme qu'est-ce que ça va être le musée dans X milliers d'années, sachant en plus que les matériaux contemporains que les artistes utilisent maintenant sont des matériaux où pour la conservation, je pense que les conservateurs, ils vont un peu ça va être un peu des casse-têtes, et donc c'est ce genre de choses qui nous intéressent dans notre travail. Donc voilà, on va faire très vite. Parce que c'est... Oh, pardon, allez-y. C'est indestructible, c'est pour ça. De quoi qui est indestructible? Les matériaux, non? Non, c'est pas indestructible, mais c'est du plastique, donc qui se Oui. pétrole, et en fait c'est des choses qui restent. Non recyclables, alors. Oui, non recyclables, mais transformables, mais, Oui. mais je veux dire, c'est des matériaux qui vont avoir un impact sur du long terme. C'est surtout ça, nous, qui nous intéresse dans les matériaux, comme nous aussi, on travaille principalement avec la laine de roche. Oui. Par des industriels pour créer en fait des isolants pour du bâtiment, et qui est un matériau utilisé dans l'écologie. Et en même temps, c'est un matériau qui est hyper polluant et hyper toxique, donc c'est un matériau pour nous qu'on affectionne particulièrement dans notre pratique pour ses qualités, et en même temps pour nous il fait un peu référence aussi aux sédiments ou alors aux fossiles, ce genre de choses. Et on aime bien aussi son aspect esthétique, où on a l'impression de voir une sorte d'épave ou quelque chose. Donc là, c'est vraiment une portion d'une antenne 5G qui permet de connecter des téléphones ou ce genre d'objets numériques Internet. Cette pièce-là qu'on voit, par exemple, est-ce que tu t'intéresses aux déchets? Là, c'était ce qui nous intéressait, c'était aussi comme une sorte d'archéologie, ou alors... c'est la fiction d'un déchet que Comment? C'est la fiction d'un déchet qu'on retrouverait peut-être dans des dizaines d'années.
Et donc en fait, cette pièce, on l'a appelée Data Center, et en fait, on s'est intéressé pas mal aussi au Data Center, et en fait, ces espaces en fait, où on est sur notre téléphone, où on prend une photo, où on va sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, lorsqu'on consomme ces outils, en fait, on crée une pollution, malgré qu'on ait l'impression que ce soit des objets qui soient complètement neutre, on va dire, alors qu'en fait il y a des usines et une industrie complète du numérique qui fait fonctionner en fait tous ces outils numériques. Et donc un peu c'était comme révéler en fait aux spectateurs quand c'est exposé ce travail-là comme sur une sorte de table d'autopsie où on viendrait autopsier en fait l'intérieur d'un data center et tous ces câbles et ces réseaux en fait informatiques et plastiquement aussi ce qui nous intéresse. C'est que là, on est sur une forme assez organique et on pourrait penser, je sais pas, à de la fibre musculaire ou alors à un cerveau. Donc il y a toutes ces questions-là aussi qui nous intéressent. Ou le data center, ça pourrait être aussi une sorte d'encyclopédie où en fait qui amasse des données et qui récolte en fait toutes ces informations et après qui sont consultables aussi comme une sorte de bibliothèque. Donc c'est ces questions-là qui nous intéressent dans le travail. Merci beaucoup Arnaud, n'hésitez pas si vous avez des questions et aussi à revenir après, comme ça on continue la visite. Merci. Et vous êtes, c'est la chaîne sur laquelle vous pourrez revoir. Et vous êtes Arnaud Grappin. Voilà. Et collectif Grappin parce qu'on est plusieurs. J'ai changé la batterie alors. D'accord. Merci. Bonne visite. Là, ce sont des câbles alors. C'est ça, et des serflex qui sont cerclés comme... Tout européen. Comment? Et tout européen. Ah non, non, non. Ah non. 100% naturel. Ils étaient blancs quoi. Ils étaient blancs. D'accord. Voilà. Merci monsieur. C'est moi où je continue de faire des allers-retours entre le dessin, la peinture et le cinéma d'animation parce que c'est ma manière de travailler, réfléchir et voilà, c'est mes médiums. Et après j'ai une pratique aussi de l'image d'archives que je sors de l'image, que je peins, que je dessine, toujours sur des thématiques qui sont tout à fait liées avec la terre, le sol et l'écologie et la nature, on va dire, très très grossièrement. Et en discutant de ça, au moment de Nanterre, où on avait un jardin, moi je m'occupais aussi beaucoup des espaces extérieurs ici, et on avait un jardin à Nanterre dans lequel je discutais avec un autre artiste résident qui s'appelle Roberto Dall'Orco, et là on peut passer un petit peu de ce côté-là. Et lui, il est artiste, mais il est aussi architecte et paysagiste, et on avait des grandes discussions sur faire un projet ensemble. Moi, à ce moment-ci, je faisais un documentaire sur les algues en Bretagne, parce que je suis bretonne. Et lui, il travaillait sur les micro-organismes présents dans les sols et les champignons. On a fait un peu le lien ensemble avec algues et champignons. Tiens, nous sommes un week-end. Et je pouvais rentrer maintenant ici. Et on a monté il y a 4 ans un projet ensemble. Il n'y a pas grand-chose à voir ensemble, il y a rien. On a créé le projet un peu dans la grande ligne pour expliquer c'est un laboratoire expérimental et multidisciplinaire autour des champignons. Au début c'était champignons, algues et lichen. Bon, aujourd'hui c'est champignons et champignons. Parce que le mycélium, ce sont les racines et la partie végétative des champignons. Et c'est cool parce qu'il y a de plus en plus de gens qui savent ce que c'est, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes et de personnes qui s'emparent de ce sujet pour pouvoir aller raconter les histoires des sols et des choses invisibles dans les espaces d'exposition, à la télé, dans les films. Il y a de plus en plus de trucs super sur les champignons. Et parce que c'est un des organismes les plus intéressants de la planète. Et moi, c'était un moment, souvent les artistes, on travaille sur un sujet, on va aller se renseigner, on va aller lire, on va aller aussi rencontrer des gens qui travaillent véritablement tous les jours, donc des scientifiques, des mycologues, puis aussi, et en fait le champignon, malheureusement, c'est une autoroute sans fin, où à peu près tous les champs de réflexion autour du champignon, que ce soit au niveau de l'organisation politique, mutuelle et collective, qui, moi, en tant que cofondatrice de ce lieu, j'étais déjà bien aguerrie, mais plutôt au niveau des humains. Et après, mon travail me donnait plutôt envie de travailler avec des organismes non humains pour pouvoir augmenter un peu la pensée. Et au niveau de l'organisation, puis aussi au niveau du design, au niveau de l'architecture, au niveau de la transition écologique, transition d'ailleurs qui n'est pas le bon mot, mais
adaptons-nous. Et puis voilà, et donc depuis 4 ans avec Roberto, donc notre projet Spora, on participe à des expositions en proposant des pièces, mais en proposant aussi de plus en plus, c'est pas forcément des pièces plastiques, mais aussi des ateliers participatifs et collectifs. Donc on va plutôt faire des choses avec les gens, que ce soit dans des lieux d'exposition, mais aussi dans des jardins, dans des écoles, dans des associations, en amenant aussi des gens qu'on va rencontrer sur notre chemin, donc toutes les professions un peu différentes que j'ai citées plus tôt, les designers, les architectes, les scientifiques, qui sont aussi contents et contentes d'aller parler de ce qu'ils ont, expérimenté en laboratoire, dans des salles d'exposition, dans des conférences, des projections, etc. Et voilà, c'était un side project, et en fait, je pense que ça m'a bien attrapé, et maintenant c'est quasiment l'intégralité de ma pratique. Là, en ce moment, il n'y a rien de vivant parce que, comme vous avez pu noter, au Rondeur, on ne chauffe pas, ça serait absolument complètement déconnant. Donc là, il faisait très froid cet hiver pour pouvoir expérimenter. Donc notre atelier avec Roberto, il s'est transformé un peu parce que on est parti d'un atelier d'artiste et puis en fait c'est devenu une sorte de petit laboratoire scientifique. On s'est équipé, il a fallu étudier le mycélium, savoir comment ça se nourrit. Nous, on nous a appris aussi à cloner des espèces qui sont dans notre environnement de façon locale, parce que ça ne sert à rien de travailler sur des croissances et puis de commander des trucs sur internet. Donc en fait on a appris à aller chercher en forêt des champignons qu'on allait reproduire avec des matériaux qui étaient directement à notre disposition. On s'est dit avec Roberto, on est dans un atelier d'artiste, du carton, de la sciure de bois, on n'a que ça, donc finalement on a été récupéré aussi, on s'est improvisé les décomposteurs de notre propre forêt, quoi. Et donc notre atelier d'artiste est devenu une sorte de petit laboratoire scientifique dans lequel on transformait comme ça. Bon là ça caille l'hiver, les champignons ils sont un peu comme nous, sous terre, il ne fait jamais très très froid, donc en fait bon voilà. Pour l'instant, il n'y a rien de vivant. Dans les dernières expérimentations, il y a des pins de mycélium qui là font un peu la gueule parce qu'on a participé à un autre écosystème, c'est-à-dire que j'ai appris que le mycélium, il y a des mythes. Donc les mythes du Vondeur se sont attaqués à mes pins de mycélium qui se dissouent, qui créent une espèce de poussière. Mais c'est génial parce que en fait, du coup, c'est un cycle et voilà, ça repart quelque part. Et donc ça, c'est des workshops avec des études des jeunes aussi, où on va leur expliquer comment cultiver, faire ses propres champignonnières, etc. On était en résidence, les résidences DRAC. Pardon, je dis que je parlais pas beaucoup, puis en fait... et puis voilà, mon corps part tout seul. Ça, c'est une exposition qu'on a fait l'année dernière sur 3 mois dans un centre d'art à Stuttgart, où on avait très envie avec Roberto depuis longtemps, on avait cette passion complexe de lire beaucoup de livres, et puis en fait, les livres, c'est des arbres. Et c'est un peu grossier comme métaphore, mais voilà, et on voulait rendre une bibliothèque aux champignons. Et donc on a mycélisé une bibliothèque entière. À Stuttgart, le commissaire d'exposition était philosophe. Un jour on a déconné, on s'est dit ça va être la bibliothèque entière du philosophe Hegel. Parce qu'il avait envie de dépoussiérer la pensée de ce vieux philosophe qui avait dit que... Je ne suis pas philosophe du tout, mais apparemment, sous réserve des gens qui connaissent un peu, l'art meurt à partir du moment où il y a des musées ou des... Voilà, bon bref, nous on a remis du vivant dans le musée et on a mycélisé une bibliothèque de 500 livres de Hegel avec le public pour leur expliquer comment installer une champignonnière maison, sauf que là le substrat était un peu particulier. Donc sur tout le temps de l'exposition, il y avait des champignons qui poussaient comme ça sur les livres, c'était trop bien, ça a vachement bien marché, avec le concours de tout le personnel aussi qui... Normalement, sont assis dans un coin à regarder les tableaux. Et là, en fait, on leur avait expliqué comment humidifier, contrôler la température, etc. Et le public était invité à récolter les champignons sur toute la durée de l'exposition. C'était des pleurotes, les champignons. Et il y avait des frigos, on mettait tout ça au frigo. Et au finissage, on s'est fait un grand banquet. On a mangé tous les champignons qui poussaient dans Hegel, c'était très marrant. Donc ça, c'est les restes un peu de ces livres qui sont amoncelés maintenant, ils se font bouffer par les mythes. Voilà, ça c'est le projet Spora. Et voilà, en ce moment on fait un livre sur ce projet-là. Et après, on fait pas mal d'ateliers à l'extérieur avec un public assez large. Pour le moment, il n'y a pas de projet d'expo encore
peut-être une expo plutôt ici que je vais ramener les copains qui travaillent autour des champignons pour faire une expo autour de la queer mycology, qui est aussi un grand champ très intéressant, avec beaucoup d'artistes aussi qui s'emparent de cet organisme, qui s'en fout un peu des frontières, des genres et de tout ça. C'est assez génial. Voilà. Allez, on continue, je change de casquette. Bienvenue à l'atelier céramique du Bondeur. Donc c'est un espace partagé qui a été créé il y a environ 4 ans. Il y a 2 bâtiments de cela. Et en fait, avec les autres résidents du Bondeur, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande sur cette technique, sans avoir ni l'espace, ni vraiment les bons outils. Donc avec la force du collectif, on a pu mutualiser les moyens et investir dans un four, qui est juste là, qui est mis à la disposition de tous les artistes du Bondeur et aussi ponctuellement à des artistes extérieurs quand ils ont des projets en céramique. Nous, c'est bien un pôle qu'on essaie de rendre le plus ouvert possible, donc on propose aussi des formations en interne pour que d'autres artistes puissent s'emparer de cette technique et on a plein de projets en fait qui contaminent un atelier et se déversent ensuite dans un autre. Récemment, on avait accueilli Briochaib qui était anciennement résident au pôle cinéma, qui est venu faire des objets en céramique pour préparer son prochain film. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on imagine le pôle. Donc vous avez ce premier espace qui est un espace partagé. Vous êtes combien en tout En tout, on est 4. 4, Alice, Louis, Rémi et moi. Mais ensuite, c'est bien plus vaste. Pierre est venu tout à l'heure travailler la terre, donc c'est très ouvert. Et vous avez l'atelier de Rémi et le mien juste de l'autre côté. Voilà. Et dans les résidences aussi internationales qu'on accueille, il y a certains artistes qui sont céramistes et qui sont accueillis par le pôle céramique aussi. Tout à fait, on commence à être assez bien identifié parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui manque en Ile-de-France, d'avoir un espace de production pour la céramique, sans qu'il y ait de contraintes, bon, à part juste les dimensions du four. Mais on n'a pas de contraintes de terre, on n'a pas de contraintes de forme. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes de la part d'artistes de pouvoir venir produire en céramique, et même on est identifié par des institutions qui nous renvoient les artistes qu'eux accueillent en résidence en proposant voilà, des partenariats. Ça fait partie d'ailleurs des choses dont on s'est rendu compte récemment en étant ici, en pilotant le Bondeur, c'est qu'il y avait un vrai enjeu pour, ici en Ile-de-France, d'être un espace pour de la production. En fait, il y a pas mal d'artistes qui viennent faire des expositions qui sont guidées par des galeries, par des centres d'art, mais un espace de production de pièces pour ne pas avoir à les importer, parce qu'il y a de la création sur place, ça manque, et ça c'est quelque chose qu'on est en train de développer en emménageant peut-être un espace dans les ateliers qui sont dédiés aux artistes qui viennent vraiment produire. On a accueilli des Briochaib, comme tu disais, pour ces films. On a accueilli aussi un artiste qui va exposer au CIPOP cet été. Voilà, donc c'est un enjeu. Apparemment, en Ile-de-France, qu'on a compris récemment, il manque des espaces de production et donc je pour la céramique aussi. On a accueilli même aussi des artistes lituaniennes pour la saison culturelle France-Lituanie. Et malgré un temps de résidence quand même assez court, elles avaient vraiment la volonté de produire de la céramique sur ce temps-là. Donc c'est quelque chose qui est très demandé. Et c'est une technique qui plaît beaucoup parce que c'est une technique qui impose de la lenteur, qui impose une certaine sensualité, un rapport différent à la matière. Et c'est hyper précieux, pas dans le résultat, mais dans le rapport à l'atelier, je veux dire. On est un peu pressé par le temps, donc vous n'êtes pas resté trop longtemps. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste nous montrer une de tes pièces? On en voit une là? Si, là, c'est pas fini du tout. Attends, je vais te montrer un truc un peu fini. Allez là. Ça, c'est un torse en porcelaine. Émaillée. Voilà. Là, je travaille sur d'autres roulages, d'autres parties de corps qui me permettent ensuite d'assembler. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous en prie.
C'est ma chaîne YouTube. Super. Merci beaucoup. Vous verrez. Merci, merci à tous vous d'être là. Moi, je m'appelle Nadia Paz, je suis argentine et je suis arrivée en France en 2019, puis de la Covid. Et depuis là, je fais partie des collectifs volontaires. Et je travaille plutôt la peinture, les dessins et la céramique. Que là, bon, on est un peu serré pour regarder quelques peintures qui sont en cours de se sortir. Mais mon travail va plutôt entre l'abstraction et figuratif, c'est-à-dire que je suis un peu entre les deux côtés. Et j'aime bien aussi avoir un côté doux et un côté un peu agressif. Bon, bah, agressif c'est un mot un peu fort, mais peut-être un peu violent, oui. Dans la peinture, il y a quelques lignes peut-être un peu fortes. Après, je peux vous raconter que depuis que je suis ici au collectif, je suis appris énormément ici, de cette lieu, parce qu'on partage toutes les connaissances, toutes les machines. Et du coup, je me suis mis aussi dans la céramique, que ça m'a permis aussi d'explorer beaucoup. Et voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je peux plus vous dire, je ne peux pas trop parler parce que... Là, par exemple, ces pièces-là, elles sont récentes, celles qui sont ici? Oui, bah, pas très récentes parce qu'en fait, c'était avant d'accoucher. D'accord. Il y a une série de 6 de la même taille, que c'est tout 6 toiles avant d'accoucher, et là, ça a commencé les 6 toiles après accoucher. Et voilà. Et il y a quelque chose que tu métabolisais de la maternité dans ces tableaux ou ça n'a rien à voir? Non, en fait, je pense pas quand je travaille. D'accord. C'est vraiment la peinture pour moi, c'est la catharsis totale. Je l'ai fait depuis que j'ai 7 ans et c'est vraiment, il faut que ça sorte. Je peux pas penser parce que sinon, directement, il y a des limites qui arrivent tout de suite. Et je pense pas en fait, c'est vraiment ça. Sauf si j'ai un projet spécial à faire, comme là, normalement, bientôt, je vais faire la façade en crèche. Et là, évidemment, ça change un peu parce qu'il faut penser un projet avec un contexte très spécifique. Mais sinon, vraiment, tout ça vient et ça sort, ça en nécessité. Vraiment. Gracias. De rien, bon visite. Merci. J'ai rencontré des copines dire sur les galères, mais en plus c'est collectif encore de rondeur, comme la céramique et comme ici la couture. Il y a combien d'artistes? Vous êtes combien? 3? Là, on va être 3. Il y a Lucille Thiac qui est ici, Vincent Esclave qui est au fond, qui est ici présent. Vous pouvez voir son espace à... Qui est là en train de créer sa propre marque de vêtements, qui est en train de présenter sa nouvelle collection. Tout ça en train de passer de la mode fashion show dans un showroom. C'est ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui, elle est partie, elle commence aujourd'hui. Ok, ça dure une semaine à partir d'aujourd'hui? La Fashion Week dure une semaine, ça a commencé le lundi jusqu'à une semaine, je ne sais plus, c'est ça le dernier jour, je crois que c'est dimanche ou lundi prochain. D'accord. Et en fait, la période des showrooms et des ventes, c'est à peu près au même moment. Et le sien, je ne sais pas s'il dure jusqu'au, je crois que vers lundi, elle nous a dit qu'elle était partie une semaine, mais ça dure à peu près l'équivalent d'une semaine. D'accord. On vous en parle rapidement, comme elle n'est pas là, on va plutôt profiter des artistes qui sont là, mais elle a créé sa marque, elle a un site internet si vous voulez regarder son travail, et donc au Palais de Tokyo en ce moment. Et donc là, on a Vincent Esclade et Marie Gastini. Marie, tu es couturière, designeuse. Oui, artiste plasticienne qui travaille principalement le textile, notamment la maille. C'est ma spécialité, le tricot. Donc, je vais faire des installations dans l'espace, des choses assez variées, plutôt de l'ordre de l'espace ou des arts décoratifs.
Et ça m'arrive aussi de collaborer sur des vêtements, notamment avec Lucie. Et je travaille sur ces pièces en tricot. Notamment, il y a une robe qu'on est en train de travailler derrière, vous pouvez voir, la rouge. C'est une robe que je tricote et je viens broder directement sur ma machine à tricoter. Je viens broder des perles. Voilà. Donc il y a un ennoblissement qui se fait au moment du tricot. Et là, en ce moment, je suis en train de travailler sur quelque chose qui est beaucoup moins fun. Je suis en train de faire de budgétisation d'un projet parce que je vais être finaliste à la Villa Noailles Design Parade cet été. Donc c'est l'investissement, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'investissement d'un espace avec 10 finalistes, 10 autres finalistes, et c'est un concours voilà, organisé par la Villa Noailles, qui est une institution du sud de la France plutôt. C'est cet été. Ça va être ouais, fin juin. D'accord. Donc c'est un gros projet, moi c'est quand même un gros projet, donc là je suis en train de faire la partie budget, donc c'est d'accord. Et tu mélanges aussi, parce que j'ai vu moi des images de ton travail où tu travailles la peinture aussi, le textile et la peinture. Ouais, le motif en fait, enfin tout ce qui va être plutôt des arts décoratifs au sens large, de tapisserie, mais du coup ça touche aussi au motif, à la peinture. Tu peins là aussi? Ouais, aussi la peinture, ouais. Parce que vous voyez derrière les peintures un peu florales, c'est des travaux. C'était où je crois que c'était à la Tour Orient que j'ai vu des images, c'est ça? C'est magnifique, avec des pièces qui étaient dans ces couleurs-là aussi, textiles, et de la peinture, et des objets aussi, de la céramique. Oui, j'ai fait aussi des petits objets. C'est des clins d'œil un peu. En fait, je travaille pas mal la cire d'abeille. Enfin, pendant quelques temps, j'ai travaillé la cire d'abeille. Donc là, on peut voir par exemple un objet, un vase mais détourné en fait avec cette cire d'abeille. C'est ce sujet de plantes séchées qui est un peu une obsession aussi chez moi. Et du coup, c'est ces mêmes plantes que je suis venue peindre par la suite. C'était très beau. Merci Marie, on peut, pardon, excuse-moi, voir Vincent, tu veux qu'on rentre ou c'est trop petit ou... Ça sera sur ma chaîne YouTube Papito Productions. Très bien, je note comme ça. Et j'ai travaillé chez Pierre Cardin, donc des machines. Voilà. Je travaille aussi à mes propres projets, plus en upcycling. Donc je fais du recyclage de vêtements. Par exemple, là, j'avais fait des ateliers avec des musulmans, ça c'était des jeunes, enfin enfants, et je leur ai fait découper des t-shirts dans des vêtements, et je suis venu réutiliser les restes de ces vêtements pour faire un espèce de rideau avec. Donc voilà, donc je travaille différentes choses. Parfois, là c'était pas l'obsession, c'était un ancien projet où je viens faire des formes qui sont en fait entièrement plates. Au lieu de couper les vêtements autour du corps, je coupe en 2D en fait, inspiré de poses qu'on peut retrouver sur les photos, dans les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc je travaille aussi parfois des installations à partir de vêtements. D'ailleurs avec Marie, on avait pour le Studio du Wonder présenté une installation avec des vêtements qu'on avait récupérés des gens du Wonder, qu'on avait plongés dans de l'argile, qu'on avait fait sécher dans des positions qui mélangeaient un peu nos deux pratiques, et là que j'ai gardé parce que j'aimerais essayer de faire quelque chose avec pour une prochaine étape. Donc voilà, et là majoritairement moi aussi je suis au bureau parce que j'avais fini des études de sociologie, j'ai passé mon master l'année dernière, donc là je finis de reprendre mon mémoire, j'avais fini un peu rapidement. Donc voilà, je suis plus en phase d'écriture en ce moment, mais je travaille aussi à mon propre projet de marque. Donc voilà, je suis en train de créer des nouvelles pièces, toujours dans cette année de là, quand vous reverrez par la suite, j'essaie de travailler avec réutiliser des chaussettes, le t-shirt que vous voyez, c'est voilà, un vieux t-shirt avec des sortes de tie-and-dye que je viens redécouper et que je viens refaire sur une nouvelle forme. J'ai commencé par des suites aussi que je viens découper où je fais travailler les pièces en binôme en fait. Je prends deux pièces que je mélange et qui sont donc chaque pièce est un mélange de deux pièces et qui se répondent d'une certaine manière, comme des duos. Donc voilà, un peu tout ça. Du coup, donc tu vas lancer ta marque. Pour lancer une marque, du coup, tu crées une collection, une espèce de collection zéro. Moi, pour l'instant, je pars plus dans un petit format. Je vais partir de là, j'avais les suites et les t-shirts, j'implémente avec
des pantalons, des chemises pour créer des looks complets et construire une image un peu plus affinée, aboutie. Mais je vais implémenter au fur et à mesure chaque saison avec des nouvelles choses. Parce qu'en plus, comme l'upcycling, ça demande des procédés de fabrication et de production plus artisanaux et plus complexes qui sont moins habituels dans les usines. Il va y avoir tout aussi, pour l'instant ça va rester des choses que je vais faire moi-même, mais il va y avoir un vrai travail de trouver les bonnes personnes avec qui travailler pour faire ça. Parce que c'est pas juste du tissu qu'on déroule et sur lequel on vient couper avec des patronages, il faut découper les vêtements, les repositionner, il y a du placement, un peu plus à la manière de ce qu'on peut voir dans le cuir par exemple, où il y a un vrai travail de placement dans le cuir, de choix des peaux, de choses comme ça, et qui là va s'assimiler un peu à ce genre de travail. Donc voilà, et puis comme je mène différentes activités à côté, j'essaie d'y aller lentement parce que c'est un engrenage qui, quand il commence, va être long, prenant, intense. Intense. C'est un vrai système qui marche de manière saisonnière, qui marche tout seul. Et donc, il faut suivre à partir cette du moment, cadence-là. il faut savoir les suivre. Donc, c'est des mécanismes que je connais bien et dont je me dis que je vais essayer d'y aller à mon rythme. Donc là, je suis en train de refaire mon site internet pour avoir une plateforme de vente en ligne, essayer de passer par là, mais ça demande d'avoir une stratégie en termes de réseaux sociaux, de toucher à énormément de sujets en plus du design. Donc voilà, mais donc c'est pour ça ça prend du temps aussi à se mettre en place. Voilà. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci. Dans la salle de montage, on a mis en place une petite projection. Donc si vous êtes curieux ou curieuse, ça représente assez bien la diversité de nos pratiques. Et je pense que c'est ça qu'on recherche aussi dans le pôle, c'est justement des pratiques diverses qui vont venir se nourrir comme une sorte de permaculture du cinéma, je dirais. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez une question. Je ne sais pas si vous en avez parlé de ce que vous faites, vous, en ce moment. Je ne sais pas si vous avez envie. Ce que je fais en ce moment, on vient toutes les deux de finir les Beaux-Arts de Paris. Okay. On était toutes les deux dans un atelier vidéo chez Clément Cogitor. On a tous les deux une pratique assez différente, ce qui est intéressant. Et moi là, je suis en développement d'un projet de fiction. Je travaille beaucoup autour du métier de modèle vivante au début du XXe siècle et pourquoi on ne considère pas toute cette période-là les femmes modèles vivantes comme des artistes à part entière. Et donc j'ai écrit un projet de fiction autour d'un témoignage d'une modèle vivante qui est en cours de production, mais qui dit production, les dépôts, les trucs, ça prend vraiment du temps. Et en attendant, j'en fais un plus petit, un peu plus expérimental, un peu plus proche de ce que j'ai l'habitude de faire, sur aussi un autre témoignage de modèle vivant, donc je suis là-dedans. Voilà. En même temps, elle est pratique différente, mais pas tant que ça. Ma mère est modèle vivant, c'est marrant. Et moi, je travaille sur justement ma famille, un documentaire sur ma famille qui est très marginale, qui vient interroger ce qu'est être une famille, quelle est la différence entre la communauté, le groupe, parce que mes parents c'est des anciens hippies, des anciens punks, des générations qui ne pensaient pas avoir de postérité, et du coup il y en a eu une, c'est moi, et du coup j'ai interrogé, ça fait 2 ans que je les filme, 5 ans que je les photographie, sous l'égide de la caméra, qu'est-ce qu'on est, quoi. Et il y a un film qui est montré aux Beaux-Arts, justement une version intermédiaire de ce film, aux Félicités. Et voilà, donc c'est pareil, c'est en cours de post-production. Dans le documentaire, c'est plutôt ça qui arrive, donc c'est aussi d'autres vitesses, pour chercher des sous, des petits sous. Voilà. Là, ce qu'on peut voir aux Beaux-Arts, c'est un extrait, c'est ça, une version. C'est une version intermédiaire plus longue que tu es en train de... Je pense qu'il va faire 1 heure à la fin. D'accord. Mais pour des raisons aussi de monstration, d'expo, on s'est dit voilà, une version intermédiaire. Mais l'idée à la fin, c'est qu'il aille en cinéma. D'accord, oui, ok.
Et on peut le voir jusque le 16 mars. 16 mars, ok, c'est bientôt. C'est bientôt. C'est bientôt. Le temps passe très Trop bien. Et vous êtes combien en tout d'artistes ici? Je sais pas, tu l'as dit on est tout à l'heure. 12 résidents. Il me semble qu'on va être 13, si je dis pas de bêtises. Ce qui est pratique en cinéma, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'espace. C'est surtout justement pour se réunir en fait quand on vient ici, parce que c'est quand même des méthodes de production assez individuelles, en dehors des moments de tournage, tout ça. Et puis on a tous des temps de production aussi très différents, tout dépend d'un tournage, et puis on peut aussi se filer un coup de main, parce qu'on est tous très couteaux suisses, donc c'est aussi l'avantage de se connaître et d'avoir des pratiques différentes, c'est on peut faire la régie sur le tournage de un tel ou une telle, ou être à la caméra, ou connecter une amie à la caméra. En fait, il y a plein de manières de faire ensemble. C'est une ville pour faire un film. Oui, complètement. Tu dis quoi? Une ville? Il faut une ville pour faire un film. En fait. Donc ouais, on n'est pas de trop de 12 quoi. Complètement. Si vous voulez, n'hésitez pas à prendre, c'est des petits, si ça vous intéresse, quelques-uns. On est collé aussi sur la porte, comme ça vous voyez aussi, il y a un petit texte explicatif de nos travaux, vous voyez nos têtes, il y a nos Instagram si vous voulez nous suivre, suivre les aventures. Parce que la projection, peut-être vous êtes un peu fatigué. Donc voilà. Et pour suivre le film, c'est sur ma chaîne YouTube Papito Productions. Papito Productions, ok. Voilà. C'est recherche écriture. Voilà. On a des commissaires, des critiques d'art, des artistes en thèse. Voilà, donc on est pareil, une dizaine juste en face. Et donc pour pas trop en fatiguer, pour terminer la visite, on peut juste déambuler. Vous voyez le sous-sol, on peut terminer sur la terrasse, sur la limite, sur le... Il y a quelque chose. Ah, c'est quand tu l'as, tu vois. Ah, d'accord. Si vous avez envie, c'était juste pour vous montrer un peu toute l'ampleur du bâtiment. Donc là, on est dans les sous-sols. Il y a encore d'autres ateliers qu'on va pas passer voir, mais il y a trois ateliers encore dans l'espace. Et c'est aussi à ce niveau-là qu'on stocke à la fois les œuvres des artistes. Donc voilà, on finit la visite par le sous-sol. Comme ça, vous aurez vu un peu toute l'ampleur du lieu. Et on va remonter par là-bas. Les escaliers, on va les voir. De Jean Royard, qui est un designer français, qui a été actif des années 30 aux années 60. Voilà, et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était quelqu'un qui avait été un peu phagocyté par les grands créateurs qui ont été commandités par l'État français. Et surtout, ce qui m'intéressait dans son œuvre globale, c'était ce côté un peu burlesque, très coloré. Donc, dans un premier temps, j'ai fait tout un travail de recherche dans ses archives. J'ai récupéré tous les documents que j'ai pu avoir entre les mains. Je suis allé jusqu'en Égypte, à Alexandrie, enfin au Caire, mais à Alexandrie surtout, pour voir en vrai, parce que c'est très difficile de voir ces meubles. Et à partir de là, en fait, j'ai regroupé tout ce corpus de formes et très naturellement, en les découpant, en les réassemblant, ça crée cette série de 30 sculptures que vous avez sous les yeux. Et là, j'ai tout un projet de dessin que vous trouverez derrière sur la table, qui là aussi sont des éléments de mobilier. Après tout ça, je le traficote, hein. C'est souvent des formes que je retravaille, je moi-même déforme pour arriver aux fins que je souhaite donner. Et ça combine là ma pratique artiste, ma pratique sportive
et un peu, enfin je fais du cheerleading parce que c'est pom-pom boy, pom-pom girl. Voilà, donc ça mélange ces deux pratiques-là. Et en ce moment, sur le territoire de Bobigny, parce qu'il y a vraiment aussi dans l'idée du Wonder, mais ça je pense que là nous l'a déjà évoqué, que notre lieu alors peut-être pas pérennise, mais se stabilise sur le territoire de Bobigny. Donc bref, tout ça pour dire que je fais une résidence avec des enfants de Bobigny, et là actuellement, mais justement là, le texte, c'est des extraits de textes des textes d'écriture que je fais avec ces enfants. En fait, pendant un an, ils vont m'aider à concevoir à imaginer ensemble une créature qui pourrait être propre au territoire de la ville de Bobigny, donc qui serait du coup en lien avec les spécialités entre le canal, le fait que ce soit une ville voilà, qui a été pensée dans sa globalité, tout ça, voilà, tout ce travail-là autour de l'imaginaire de ces enfants, parce que moi j'avais vraiment aussi cette envie de ne pas être dans un rapport, j'habite à Paris, je viens de travailler ici, je repars à un rapport très pendulaire où je ne suis pas ancré sur le territoire. Donc voilà, je me suis dit que le mieux c'est d'appréhender le territoire avec des gens qui eux le connaissent à leur niveau aussi, c'est aussi de ce côté un peu plus léger de regard des enfants. Et donc là, actuellement, là, je fais des essais pour essayer de travailler avec eux sur une espèce de fresque, enfin une espèce d'installation fresque qui reprendrait des dessins qui sont issus de mon corpus, mais aussi des propositions à eux de dessins qu'ils ont pu faire. Voilà, et ça s'ouvre aussi vers, moi il y a toute une partie de ma pratique qui est aussi effectivement autour de la mise en scène. J'ai travaillé à l'étranger avec des musiciens, voilà. C'est pour ça qu'il y a aussi cette idée de scénette qu'on retrouve là, dans ces objets qui sont un peu comme des marionnettes à activer. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à Marianne, qui est derrière nous. Je suis là. Donc ouais, rapidement, parce que je pense que vous êtes sur la fin de la visite. Alors moi, mon bureau, il va être ici. C'est pas juste pour vous présenter mon bureau, mais je vais vous faire passer voilà, des petits livres et un autre qui est un peu plus... voilà, tenez, comme ça. Faites circuler. Hein, et donc peut-être juste, je me présente, donc je suis Marianne Derrien. Je suis commissaire d'exposition, critique d'art, comme Hélène. J'enseigne également, et donc ici au pôle recherche en tant que commissaire d'exposition, je travaille disons aussi vraiment avec des artistes ici, autant pour des textes que de l'accompagnement, que des projets qui vont plutôt être extérieurs au Wonder. Donc peut-être je vais vous parler de 2-3 projets, surtout peut-être Humain Autonome, qui est un cycle d'exposition autour de la civilisation automobile et du pétrole et des moteurs, qui est une exposition, enfin en tout cas le dernier volet de ce cycle a eu lieu au McVal l'année dernière. Il y a eu plusieurs artistes du Wonder qui étaient impliqués dans ce projet. Voilà, donc là vous avez le catalogue, et donc c'était tout un cycle d'exposition autour de cette question de comment les artistes aussi, je dirais, réinterroger nos modes de, je dirais, nos modes de fonctionnement en lien, donc évidemment, avec cette promesse propre au XXe siècle que symbolisait la voiture en termes de liberté, d'émancipation, d'espace-temps, etc., etc. Et donc aussi, voilà, la question de l'autonomie. Et ici, au Wonder, comme vous l'avez compris, on est parti d'un projet très autogéré, dans cette notion d'autonomie qui est propre aussi à une culture du squat et d'autres formes, je dirais, de gouvernance et de formes artistiques. Voilà, je ne vais pas faire plus long sur ce projet-là. Il y a eu aussi, donc là, sur les 4 dernières années, un livre qui est une anthologie des artistes contemporaines qui s'appelle Some of Us, qui est vraiment un ouvrage très visuel dans l'idée de retraverser comme ça 20 ans d'art contemporain à travers les œuvres et les expositions d'artistes femmes et minorités de genre. Et donc voilà, c'était aussi, le Wonder m'a permis justement de travailler avec d'autres commissaires, d'avoir des temps de travail, de réunion ici, et de pouvoir vraiment fabriquer, non pas ici directement ce livre, mais vraiment de pouvoir le concevoir d'une certaine manière. Voilà, et puis pour finir, peut-être un autre livre finalement, qui est un petit peu le début de ma résidence ici au Wonder. C'est toute une recherche autour des relations entre art, magie et politique. Et donc voilà, c'est un livre qui devrait, si tout va bien, sortir en fin d'année. Et donc je vais revenir aussi pas mal sur les pratiques, on va dire, magiques, donc occultes et alchimiques, à travers une cartographie qui est celle du triangle de magie blanche et de magie noire. On vous direz qu'est-ce que c'est. Bref, vous verrez, mais en tout cas, voilà, le Wonder, il sera aussi
convoqué, puisque en effet, peut-être vous ne l'avez pas forcément vu aujourd'hui, mais il y a pas mal d'artistes qui travaillent ces questions-là et qui, voilà, ça infuse beaucoup à tous les niveaux ici au Wonder sur ces questions plutôt de transformation, de métamorphose. Peut-être que ça réunit un peu des enjeux que vous avez vus aussi là tout au long de la visite. Voilà, je ne vais pas faire plus long, mais Hélène, peut-être on va terminer là. Merci. Et dans la salle d'expo, peut-être? Dans la salle d'expo. S'il y a Si la les visite films. a été un peu longue, j'espère que ça a été. Vous l'avez compris, vous pouvez absolument contacter les artistes et revenir leur parler. Il y a une petite installation qui a été prévue dans la salle d'exposition, il y a le goûter. Donc voilà, si vous avez envie de rester encore un petit peu, venez manger, venez voir les projets des artistes. Allez. On fait des super géants pignata. Bonjour. Alors, que faites-vous? Que faites-vous ici? Pignata Ah, pour la Fashion Week. ah, Ouais. C'est pas nos taf perso. ah. Faut pas dire. Voilà. Voilà. Ça c'est mon travail derrière. Les photos là. Les photos. Du camion. Ouais, tout ça c'est à moi. Ah, tout ça. Ouais. Vous habitez à Bobigny? Non, j'habite au Bourget. Ah ouais, à ce point-là, waouh. Non, après, c'est vrai que les portes ouvertes, ça vaut tout quand même. Il y a du soleil. Ouais, vous voulez passer par le canal ou par la rue? Ouais, le canal, et on passe pas, c'est mieux. À tous, au revoir. Au revoir, Charlotte. Ouais, c'est ça, il y aura ça pour nous. Voilà, c'est pas aussi, on va pouvoir montrer à l'extérieur et c'est assez chouette aussi. Ouais, je fais ça avec ça. Non, mais je la fais avec elle. J'avais lancé un café. Donc voilà. Et oui, c'est le dire, hein. Puis ouais, c'est pas ça. Bonjour. Je peux vous mettre dans la boîte? Oui, c'est super. Bah, je peux pas trop me... Non. Je peux pas faire de pause parce qu'après... Non. Ne ratez pas votre œuvre. Bon, c'est pas la rater, c'est juste qu'après, je vais la... Elle devient toute dure après avec le temps. Ah ouais. J'ai 10 minutes, quoi. 10 minutes à fond et après, je suis... Bonjour. Je vous mets dans la boîte? Ouais. Allez. Sur YouTube, hein. Alors là, c'est de la gravure. Ouais, c'est un bas-relief en terre. Pour ensuite faire un moulage, il faut le faire en cire. Faire une cire perdue. Ah. Et ensuite faire du verre dedans. Tout un procédé.